Si vous souhaitez bénéficier de la puissance des IA génératives, il y a exactement 3 approches que vous pouvez utiliser. La première approche, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Lorsqu'on fait du prompt engineering, en règle générale, on donne une question efficace, précise, bien construite avec un contexte défini à l'outil d'IA comme ChatGPT, Google Bard ou encore DALL-E. Et l'outil d'IA va donner la réponse à notre question. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la musique, ça peut être du texte. En fonction de votre question, vous avez une réponse. Et l'avantage du prompt engineering, c'est qu'on n'a pas besoin de données pour utiliser les IA génératives. Il suffit juste d'utiliser un outil existant et poser la question efficace et on a la réponse. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche que vous pouvez mettre en place, c'est développer le modèle from scratch. Mais pour pouvoir utiliser cette approche, il faut avoir énormément de données parce que les modèles LLM ont des milliards de paramètres. Et en plus, pour optimiser ces paramètres-là, il faut avoir de la mémoire. Et aujourd'hui, il n'y a que les entreprises de la tech, les grosses entreprises qui ont la capacité de construire ces modèles-là. Donc, pour vous, si vous souhaitez bénéficier efficacement de la puissance des IA génératives, il y a une troisième approche qui est très intéressante qu'on appelle le transfer learning. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Fine-tuning signifie je prends le modèle pré-entraîné par les grandes entreprises, donc je récupère les large language models des grandes entreprises, je modifie quelques paramètres, vous voyez, je ne modifie pas les milliards de paramètres, je modifie quelques paramètres et je l'adapte à mes données pour pouvoir profiter des IA génératives. Dans cette vidéo, on verra ensemble concrètement qu'est-ce que le transfer learning, c'est quoi le fine-tuning, quels sont les différents types de fine-tuning parce qu'il y en a plusieurs et on verra en Python comment réaliser de A à Z le fine-tuning. Vous êtes prêts? Let's go! Nous sommes sur la présentation. Qu'est-ce que le transfer learning? Le transfer learning ou encore apprentissage par transfert, c'est tout simplement une méthode qui réutilise les modèles pré-entraînés sur de vastes ensembles de données pour accélérer et améliorer l'apprentissage de nouvelles tâches similaires. Dans cette définition, il y a 2 points qui sont très très importants. Le premier point, c'est la notion de modèle pré-entraîné. Qu'est-ce que c'est un modèle pré-entraîné? Lorsqu'on parle de modèle pré-entraîné, on fait référence tout simplement à ce modèle qui avait déjà été développé from scratch sur une grosse base de données. Par exemple, GPT-3, Lambda, Llama, tout ça, ce sont des modèles pré-entraînés. On parle même souvent de foundation model ou encore modèle de base. Donc, lorsqu'on parle de modèle pré-entraîné, vous voyez, c'est un modèle qui avait déjà été développé par le passé sur une grosse base de données et qu'on peut donc réutiliser. La deuxième notion essentielle ici, c'est nouvelles tâches similaires. Ça veut dire que si je veux faire le transfer learning, il faut que je prenne un modèle pré-entraîné qui est adapté à mon besoin. Je vais prendre un modèle qui aura des caractéristiques similaires avec le problème que je souhaite résoudre par transfer learning. Et il y a donc 3 avantages à faire le transfer learning. Le premier, bien évidemment, c'est qu'on optimise les ressources en fait. On n'a plus besoin d'avoir de grosses bases de données pour faire du deep learning. Avec quelques données, je fais du transfer learning sur le modèle pré-entraîné et j'optimise les ressources. Deuxième avantage, c'est le gain de temps. Lorsqu'on fait du transfer learning, on ne va plus entraîner des milliards de paramètres, mais on va entraîner quelques paramètres, ce qui fait que le temps de calcul devient presque faible lorsqu'on fait du transfer learning. Troisième avantage, c'est l'amélioration des performances. Parce que bien évidemment, si je prends un modèle pré-entraîné sur une grosse base de données et que moi, j'ai une toute petite base de données, automatiquement, si la tâche est très pertinente, j'améliore les performances de mon modèle. Pour bien comprendre le transfer learning, regardez cette image ici. Imaginons le modèle pré-entraîné avait été développé pour pouvoir classifier des animaux. Est-ce que ce sont des chiens, des chats et autres? Donc, on commence par pré-entraîner le modèle avec des milliards d'animaux. Ici, des images d'animaux. On passe par des couches de convolution juste ici. Ensuite, on a les couches entièrement connectées qui permettent de faire la prédiction. Et à la fin, on sort une modèle. On sait si c'est un chien, on sait si c'est un chat et autres. Donc, ça, c'est le modèle pré-entraîné de base, Foundation Model. Maintenant, moi, je souhaite prendre ce modèle et transférer vers une nouvelle tâche qui sera de classifier tout simplement des images médicales. Donc là, j'ai plusieurs images. Par exemple, les radios, je souhaite détecter s'il y a du cancer ou pas. Je récupère le modèle pré-entraîné juste là, vous voyez, je récupère toutes ces couches de convolution juste ici. Ce que je vais modifier, c'est la sortie juste ici.
les couches qui permettent de faire la prédiction, c'est uniquement ça que je vais modifier parce que les prédictions ne sont plus les mêmes. Ici, je veux savoir si il y a le cancer ou pas. Et du coup, je modifie les paramètres qui sont juste là. Dans mon transfer learning, c'est transférer toutes les couches de convolution parce que c'est montrer que lorsqu'on travaille sur des images, si j'apprends sur les formes, par exemple, des lignes, des traits et autres, je pourrais transférer ça ici. Ce qui change, c'est essentiellement la couche de sortie. Donc, voilà un exemple de transfer learning. Et pour pouvoir modifier uniquement ces paramètres, on parle de fine-tuning. Donc, le fine-tuning, c'est le processus qui consiste à prendre un modèle pré-entraîné et entraîner au moins un paramètre du modèle. Donc, lorsqu'on fait du fine-tuning, on récupère le modèle de base et on modifie au moins un paramètre de ce modèle. Pour vous donner un exemple ici, on a un modèle de base, par exemple GPT-3. Si vous donnez un prompt à GPT-3, tell me how to fine-tune a model, en général, son objectif central, c'est simplement de prédire les séquences suivantes. C'est uniquement ça son rôle en fait. Donc, vous voyez par exemple ici, tell me how to fine-tune a model, how can I control the complexity of the model, how do I know when my model is done. Vous voyez, il complète uniquement la suite. Donc, lorsqu'on demande tell me how to fine-tune, il imagine une suite. Dans la pratique, il existe 3 types de fine-tuning. Le premier, c'est ce qu'on appelle le self-supervised fine-tuning. En général, lorsqu'on fait du self-supervised fine-tuning, l'algorithme utilise des données non étiquetées. Ça veut dire que l'algorithme va apprendre de la structure intrinsèque des données pour pouvoir réaliser des prédictions. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les modèles de base en fait. En général, il n'y a pas de données étiquetées. C'est à l'algorithme justement maintenant d'apprendre de la structure des données pour pouvoir réaliser des prédictions. Vous allez certainement vous demander quel est l'intérêt de faire du self-supervised learning si déjà le modèle de base fait du self-supervised learning. En fait, la réponse est simple. Je peux récupérer le modèle de base, par exemple ChatGPT, et fine-tuner pour qu'il puisse donner des réponses adaptées à un style spécifique. Je vais générer des poèmes comme Victor Hugo. Je vais faire du fine-tuning en fait. Je vais récupérer les textes, les poèmes qui ont déjà été écrits par Victor Hugo. J'alimente mon algorithme, je modifie quelques paramètres et j'ai un algo qui est adapté à mon besoin. C'est ça le self-supervised fine-tuning. On a des données non étiquetées. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le supervised fine-tuning. Contrairement au self-supervised fine-tuning, dans le supervised fine-tuning, on doit donner les données et les étiquettes. Par exemple, je dois donner des questions et des réponses. Qui est le président de la France? Emmanuel Macron. Donc, je peux donner plusieurs questions et plusieurs réponses comme ça à mon algorithme pour pouvoir être efficace. Un autre exemple, si je souhaite résumer du texte, ce que je vais faire, je vais donner plusieurs textes avec des résumés dont questions, réponses, le texte, son résumé, le texte, sa traduction, ainsi de suite pour pouvoir faire du fine-tuning. C'est ça le supervised fine-tuning. On va donner plusieurs données étiquetées pour pouvoir avoir un algorithme précis. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning. Donc, on va voir ça plus tard. On adapte le modèle via des récompenses dans l'environnement. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le supervised fine-tuning. Pour réaliser du fine-tuning en général, il y a 3 approches populaires. La première approche, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning complet. Donc, ici, on va mettre à jour tous les paramètres. Le fine-tuning consiste à mettre à jour au moins un paramètre. Dans le fine-tuning complet, on va mettre à jour tous les paramètres. Je reviens sur l'image qu'on avait juste ici. Par exemple, là, dans ce fine-tuning, j'ai seulement mis à jour ceci. Mais si je fais du fine-tuning complet, je vais mettre à jour tous les paramètres qui sont dans le réseau. Donc, je récupère l'architecture du modèle de base et je réentraîne tous les paramètres. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps et ça peut nécessiter beaucoup plus de données que d'autres fine-tuning. Et ça permet également de personnaliser complètement le modèle à la nouvelle tâche. C'est ça l'avantage en fait du fine-tuning complet. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning partiel ou encore le layer freezing. Ici, on va geler certaines couches et modifier uniquement quelques paramètres. Donc, en général, les premières couches du modèle sont gelées pour conserver les fonctionnalités de base apprises sur le jeu original. Et ce qui va changer, c'est qu'on va modifier en fait généralement les dernières couches qui sont souvent les couches de prédiction. On va adapter les paramètres pour pouvoir avoir un modèle efficace. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir moins de paramètres à entraîner concrètement au fine-tuning complet où on entraîne tous les paramètres. Sur le fine-tuning partiel, on aura moins de paramètres à entraîner et on va donc gagner en termes de temps. Il y a une troisième approche qui est de plus en plus populaire, c'est ce qu'on appelle le Parameter Efficient Fine-Tuning. Et la technique la plus populaire justement, c'est ce qu'on appelle LoRa, Low Rank Adaptation. Ici, on va ajuster un petit sous-ensemble de paramètres. On peut récupérer le modèle de base, rajouter quelques paramètres pour pouvoir avoir un modèle efficace. Vous vous demandez certainement comment est-ce que je peux rajouter des paramètres et j'ai quand même quelque chose d'optimisé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va geler
tous les paramètres d'avant, en fait. On va freezer tous les paramètres d'avant et on va entraîner uniquement les nouveaux paramètres du modèle. C'est ce qu'on appelle low rank adaptation. Je mets la documentation en commentaire pour plus d'informations sur le sujet. Et si vous souhaitez mettre en place du fine-tuning, il y a 5 étapes en général. Première étape, bien sûr, choisir la problématique. Est-ce que c'est l'analyse des sentiments? Est-ce que c'est du résumé? Est-ce que c'est la traduction? On prépare les données parce qu'en général, en deep learning, on ne va pas travailler sur du texte brut. On peut transformer par exemple en données numériques. Troisième étape, on choisit le modèle de base qu'on souhaite utiliser. Est-ce que c'est Llama? Est-ce que c'est GPT? Est-ce que c'est autre modèle? Ensuite, on va fine-tuner via l'apprentissage supervisé. Bon, c'est ce qu'on va faire ici. Vous pouvez faire seul supervised learning ou encore le reinforcement learning. Donc, on va fine-tuner, c'est-à-dire adapter quelques paramètres. Ça peut être du low rank, ça peut être du fine-tuning complet ou encore du partial phasing. Et enfin, on va évaluer les performances du modèle en fonction du critère. Passons donc sur le notebook pour voir ensemble les 5 étapes sur une base de données concrète. C'est parti pour la phase pratique. Nous allons implémenter les 3 approches de fine-tuning, le fine-tuning complet, le layer phasing ou encore le parameter efficient fine-tuning. On va travailler sur de l'analyse des sentiments. Pour ça, on va travailler avec la base de données populaire disponible sur Kaggle. Vous avez le lien en description. IMDb Dataset qui va contenir en fait des revues sur des films avec des avis positifs, négatifs ou autres. Première étape, on va installer les packages qu'on appelle notamment PEFT pour pouvoir faire le Parameter Efficient Fine-Tuning. On va installer également le package Evaluate si vous ne l'avez pas pour évaluer les performances de notre modèle. J'exécute ça. Une fois qu'on a ça, on va importer l'ensemble des packages nécessaires, notamment NumPy. Cette fois-ci, on va travailler avec PyTorch, donc j'importe Torch, Panda, Dataset, Train Test Fleet pour pouvoir faire la division entre train et test. Et j'importe Evaluate pour l'évaluation des modèles. J'exécute ça aussi. Une fois que j'ai les packages bien chargés, maintenant, je peux importer ma base de données. Vous avez le lien en description. Ici, j'importe ma base de données juste ici. Vous allez voir, on a la revue du film, ainsi que le sentiment associé positif ou négatif. Une fois qu'on a ça, on va donc associer à chaque sentiment un label. Positif, ce sera 1, négatif, ce sera 0. C'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, on va supprimer la colonne pour rester uniquement avec le label. Si j'exécute ça, on a maintenant la revue et on a le label 1 pour positif et 0 pour négatif. Prochaine étape, on va donc diviser la base de données en train et en test. À chaque fois qu'on développe un modèle de machine learning, on doit toujours se rassurer qu'on évalue les performances sur une base de données qui n'a pas servi à l'entraînement du modèle. Donc ici, la base d'attest contient 20% de la base de données. Exécute train test split. Puisque l'entraînement des modèles prend souvent trop de temps, je ne vais pas utiliser toute la base de données. Je vais sélectionner uniquement 1000 lignes, que ce soit sur la base d'apprentissage ou la base de test. Donc, j'aurai 50-50. Donc, j'aurai ici 1000 lignes sur la base d'apprentissage et la base de test. C'est ce que je fais juste ici. Je choisis aléatoirement 1000 observations. Une fois que c'est fait, je vais transformer la base de données en base Hugging Face, en fait, pour faciliter les manipulations. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous avez ici les features et le nombre de lignes 1000. Une fois qu'on a transformé en base Hugging Face, normalement, vous pouvez essayer de voir c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les revues les plus fréquentes, faire un peu de pré-processing sur la base de données. Une fois qu'on a préparé la donnée, la prochaine étape, c'est de faire le fine-tuning complet. Ça veut dire, on va récupérer le modèle de base, ici, DistillBERT, qui est une version plus petite et plus rapide du modèle BERT et qui est aussi très performant. On va récupérer ce modèle de base et on va réestimer tous les paramètres. Donc, c'est vraiment complet. Fine-tuning complet, on prend DistillBERT et on réestime tous les paramètres. Donc, on commence ici par importer l'ensemble des packages que vous voyez juste là, notamment DistillBERT pour pouvoir avoir le modèle, le tokeniseur ou encore ce qui permet de faire la classification et autres. Ici, c'est le module de Torch qui nous permet de faire de l'optimisation des paramètres. On choisit le nom du modèle, DistillBERT Based on Case, c'est ce modèle que je vais utiliser. Vous pouvez choisir le modèle BERT, vous pouvez choisir Robeta, vous pouvez choisir d'autres modèles. Donc ici, je prends un modèle simple pour aller beaucoup plus vite parce que ça n'a pas trop de paramètres en fait. C'est pour ça que je le choisis. J'exécute ceci. Une fois que j'ai exécuté cela, maintenant, je peux charger le tokeniseur. Lorsqu'on fait du NLP, on a du texte à la base. Vous avez vu ici, sur les revues, c'est du texte. Mais sauf que les algorithmes de deep learning ne comprennent pas du texte. Il faut transformer ce texte en représentation numérique. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. Et chaque modèle préentraîné a son tokeniseur. Donc ici, on va utiliser le tokeniseur du modèle BERT qui est déjà disponible, que j'ai mis juste ici. Donc, DistillBERT tokenizer from pretrain, on met le modèle. Donc, on récupère le modèle préentraîné, on prend le tokeniseur et ensuite, on va encoder que ce soit la base d'apprentissage et la base de test. En termes de paramètres, j'ai mis truncation égale à true.
S'il y a le texte qui est trop long, on va tronquer. Padding égale à true, c'est un paramètre qui est très souvent utilisé en NLP. Si on souhaite par exemple que tous les mots aient exactement la même longueur, on va rajouter par exemple des zéros à la fin. C'est ça le padding. Et ici, on aura le retour, en fait, comment est-ce qu'on va retourner le résultat final, PyTorch, en fait. Ensuite, on fait la même chose sur la base de test. Une fois que c'est fait, on va transformer ici en base de données PyTorch. Vous voyez ici, on a ici les input ID, on a le masque d'attention et enfin, on a les labels juste ici. Je fais la même chose sur la base de test. Là, c'est la base d'apprentissage, la base de test et je transforme en discrète avec le train et le test. J'exécute aussi ce code. Une fois qu'on a déjà préparé la donnée, on a tokenisé, on a transformé en objet PyTorch. Maintenant, je n'ai pas fini tout ça, je vais exécuter ça parce que ça n'a pas marché. J'exécute ça aussi. Maintenant, c'est mieux. Maintenant, on va donc créer le modèle de classification de base. Juste ici, en fait, on prend bien le modèle bête et le nombre de labels, c'est 2 parce qu'on a positif, négatif. J'exécute ceci aussi. On va donc voir ensemble le modèle bête, à quoi ça ressemble. Distil bête, pardon. Vous voyez, il y a plus de 6 millions de paramètres. 6 600 000 paramètres sur ce modèle. Et vous avez l'architecture du modèle, vous avez l'embedding, vous avez le layer norm, vous avez le transformer qui est juste ici. Donc, vous pouvez voir à quoi ressemble le modèle bête. Voilà la composition. Il y a toujours le transformer, généralement dans les modèles LLM. Ensuite, on va définir la méthodologie d'optimisation. Ici, ce sera Adam. On définit aussi la fonction de PET parce que c'est ça qui va permettre d'évaluer en fait la précision du modèle. J'exécute ça. On a l'optimiseur, on a la fonction de PET. Maintenant, il faut le critère d'évaluation. Là, on va prendre l'accuracy parce qu'on est en classification. On prend l'accuracy. Et ici, on définit une fonction qui permet de calculer la métrique. Là, c'est une correspondance entre les données numériques et la classification. 0, c'est négatif. 1, c'est positif. Négatif, c'est 0. Positif, c'est 1. Donc, c'est juste une transcodification, quoi. On va d'abord commencer par appliquer le modèle sans faire aucun entraînement de paramètres. Sur ces listes de tests que j'ai définies juste ici, on va voir quel est le sentiment associé à ce texte sans faire aucun entraînement. C'est ce que j'ai fait ici, j'exécute. Si on prend la première phrase, « This movie was a masterpiece », positif, exactement, c'est un sentiment positif. « I was blown away by the acting », positif, effectivement, c'est positif. « It is a classic that everyone should watch », c'est positif aussi. The plot was confusing and hard to follow. Négatif, ok. The special effects were top-notch. Négatif, bon, ça doit être positif normalement. Les prédictions qu'on a là, c'est uniquement avec le modèle de base sans aucun entraînement. Maintenant, on va donc faire le fine-tuning complet pour voir si on arrive à faire beaucoup mieux que ce modèle de base. Donc ici, vous avez les arguments qui permettent de faire le fine-tuning complet. Déjà là, on a le nom du modèle, entre guillemets, le répertoire dans lequel on va stocker le modèle. On a le learning rate juste ici. Ensuite, on a batch size, que ce soit pour l'entraînement, pour le périphérique, pardon. Et vous avez ici le batch size pour l'évaluation. On a le nombre d'époques, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on va entraîner le modèle. Moi, j'ai choisi 3 uniquement parce que ça prenait... J'ai vu que c'était efficace quand même. Et ici, on a le thème de régularisation pour contrôler les poids. Enfin, on a la stratégie d'évaluation. Ce n'est pas époque, bien sûr. On va sauvegarder et on conserve uniquement le meilleur modèle à la fin. Donc, voilà les paramètres que j'ai mis en place pour estimer le modèle. Ensuite, on va créer justement l'objet qui permet d'entraîner le modèle. C'est le trainer. On met le modèle qu'on a choisi, c'est DistillBERT, qu'on a défini juste en haut. On met les arguments qu'on a définis juste ici. Ensuite, on met la base d'apprentissage, la base de test pour évaluer. Et on met la fonction qui permet de calculer la métrique, notamment l'accuracy. Donc là, on a créé notre trainer. Bon, je n'ai pas exécuté ceci. On exécute ça une fois de plus. On vient de créer ensemble notre trainer. Maintenant, on peut entraîner le modèle. Ça prend à peu près 2 à 3 minutes maximum. Normalement, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas trop de paramètres. On attend voir combien de temps ça prend. Voilà, l'entraînement du modèle vient d'être terminé. Après la première époque d'entraînement, on avait une précision de 0,89. J'aurais pu arrêter le modèle là. Deuxième époque, 0,89. Troisième époque, 0,90. Vous voyez, lorsque j'entraîne tout le modèle avec uniquement 1000 données, j'ai un modèle qui a une très bonne performance. Donc, on va sauvegarder ce modèle et on va donc tester ce modèle sur le texte que j'avais précisé juste ici pour voir s'il s'est un peu amélioré. J'exécute ça pour voir quelles sont les performances sur le texte. On prend la première. This movie was a masterpiece. Ça, c'est positif. Ça, c'est négatif. Pourtant, ça doit être positif. It's a classic that everyone should watch. Positif, c'est bien. The plot was confusing. Ça, c'est normal, c'est négatif.
Des special effects were top notch. Ça, c'est positif. Avant, c'était négatif. Vous voyez que le modèle a quand même amélioré à peu près les performances. I couldn't stop laughing throughout the movie. Négatif. Donc, ça doit être positif. The soundtrack was incredible. Positif, c'est cool. It is a total waste of time. Négatif, c'est bien. I'm still thinking about that ending. Négatif, moi, j'aurais mis positif. I wouldn't recommend it to anyone. Négatif. Ça, c'est très bien. C'est déjà mieux que ce qu'on avait. Vous voyez, il a mis positif, mais pourtant là, c'est un peu mieux que ce qu'on avait. Ça, c'est le premier type de fine-tuning. On a adapté tous les paramètres et on a une précision après 3 époques de 90%. Et ça a pris à peu près 3 minutes. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le layer freezing fine-tuning. Ça veut dire que on va récupérer le modèle d'ici BERT. Cette fois-ci, on va geler tous les paramètres du transformer et on va modifier uniquement les paramètres de prédiction. Donc, on aura moins de paramètres à entraîner. On va conserver les modèles de départ et modifier les derniers. On commence toujours, bien évidemment, par tokeniser la donnée. C'est le même caractéristique qu'on avait tout à l'heure. On transforme en dataset pour mieux comprendre par PyTorch. Ensuite, on crée le modèle classification distill BERT, toujours le même. Et le nombre de paramètres, c'est le même. Le label, c'est 2. J'exécute ça. Ensuite, voici justement l'étape qui est très essentielle ici, c'est que cette fois-ci, on va prendre le modèle de base, vous voyez, base model parameter, on va geler ces paramètres-là en faisant require grade égale à false. Donc, voici l'étape qui permet de geler tous les paramètres du modèle de base. Ce qui va changer, on va changer, c'est uniquement les prédictions finales. C'est juste ça. On va geler les paramètres du modèle de base et on va changer les paramètres qui permettent de faire la prédiction. Là, c'est pareil. Ce sont les arguments qui permettent d'entraîner le modèle. J'exécute. Ce sont les mêmes arguments que plus haut. Accuracy, fonction qui permet de faire la prédiction. Et ensuite, on va créer le trainer juste ici avec le modèle cette fois-ci. Layer freezing, ensuite les arguments, ensuite on va gérer le padding pour les données lors de l'entraînement et on va mettre des métriques d'évaluation, que ce soit base d'apprentissage, base de test, exécute ça. Et maintenant, on peut entraîner notre modèle. Là, pareil, ça va faire à peu près 3 minutes parce qu'on a quand même des paramètres à entraîner. On va attendre que ça se termine. Voilà, l'entraînement du modèle vient juste d'être terminé. On a fait 3 époques, ça a pris à peu près 4 minutes. Et après 3 époques, on a 89% d'accuracy. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'entraîner tout le modèle pour avoir un modèle performant. Juste en gelant les paramètres du modèle, en changeant les paramètres qui permettent de faire la prédiction, on arrive à avoir un modèle qui est déjà très bien. Voyons voir l'impact en fait sur le texte que j'ai donné tout à l'heure. Les derniers, vous voyez, I wouldn't recommend it to anyone, c'est négatif. Donc c'est très bien, c'est mieux que le modèle de départ sans aucune optimisation. Maintenant, on va donc passer à la 3e étape. On a déjà fait quoi? On a fait le fine-tuning complet, c'est-à-dire qu'on a réentraîné tous les paramètres du modèle distill BERT. On a fait le layer freezing. On a freezé, on a gelé tous les paramètres du modèle de base et on a mis à jour uniquement les paramètres qui permettent de réaliser la prédiction. On voit que c'est plutôt performant, on a 89% après 3 époques. Maintenant, on va mettre en place ce qu'on appelle LoRa, Low Rank Adaptation. Vous avez ce document en fait qui vous décrit exactement ce que c'est. N'hésitez pas à lire le lien en description. LoRa, ça ressemble à ceci. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez, ici, c'est les poids du modèle préentraîné. Ces poids-là vont rester constants. En fait, je vais récupérer mon modèle distill BERT. Je vais laisser constant les poids du modèle préentraîné. Mais avec LoRa, ce qui se passe, je vais rajouter d'autres paramètres à ce modèle. Vous voyez ici A, B et il y a R qui est tout simplement le rang de la matrice. Et ce sera les nouveaux paramètres uniquement que je vais entraîner. Tous ces paramètres vont rester constants, mais je vais uniquement estimer les nouveaux paramètres qui seront rajoutés au modèle. On verra ça tout de suite, juste ici. Donc là, on importe les packages, notamment PEFT qui permet de faire le Parameter Efficient Fine-Tuning avec la configuration LoRa. Ensuite, on prend le modèle de base, c'est toujours le même distill BERT. Ici, on va définir la structure qui permet de gérer le modèle préentraîné. Donc ici, c'est le modèle qu'on a choisi, le nombre de labels. Et ici, la caractéristique de l'ensemble des labels. J'exécute ça. Ça n'a pas marché. Il faut que j'exécute ça d'abord. Et maintenant, j'exécute ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir à quoi ressemble le modèle. C'est le modèle BERT qu'on avait tout à l'heure. L'ensemble des paramètres, que ce soit le transformer, l'embedding ou encore le layer norm, drop out et autres. Première étape, c'est toujours de faire le pré-processing, que ce soit la tokenisation, c'est pareil en fait. Je fais ma tokenisation juste ici, je crée une fonction qui réalise la tokenisation là.
Ensuite, je vais donc créer un dictionnaire avec la base d'apprentissage, la base de test, et je vais appliquer ma tokenisation sur cette base-là, sur ces deux bases. Et enfin, je vais faire ce qu'on appelle je vais gérer le padding en fait, c'est-à-dire rajouter des zéros s'il y a des mots qui n'ont pas la même taille à peu près. Donc, une fois qu'on a précrété les données comme ça, maintenant on va configurer en fait notre technique LoRa pour pouvoir faire le fine-tuning. C'est juste ici, je mets les paramètres. SQCLS, c'est la tâche, c'est le type de modèle qu'on va mettre en place. Le facteur de régularisation R que vous avez vu juste ici, là, c'est ça que je vais définir à ce niveau. Ensuite, je vais mettre l'alpha de LoRa et ensuite le paramètre LoRa Group Out qui permet de déterminer la probabilité de désactiver aléatoirement des connexions. Et enfin, vous avez ici la cible, c'est-à-dire culling. On va optimiser uniquement la partie les queries en fait. C'est ce que j'ai mis juste ici. Vous avez d'autres en fait. J'exécute la configuration. Là, c'est bon. Une fois que j'ai configuré mes paramètres, je peux donc créer mon modèle avec paramètre Efficiency Fine-Tuning. C'est juste ici, je mets le modèle, je mets la configuration. Et ensuite, je vais afficher l'ensemble des paramètres. Vous allez voir, voici les paramètres qui peuvent être entraînés. Il y a uniquement 623 000 paramètres que je vais entraîner. Et tous les paramètres, c'est 67 584 000. Vous voyez, il y a uniquement 0,93% des paramètres que je vais entraîner. Donc, avec PEFT, on ne va pas entraîner tous les paramètres. On va entraîner uniquement ceux-ci grâce à la technique LoRa qui est définie dans ce document juste ici. Donc, une fois qu'on a défini les paramètres qui sont entraînés, on va définir les caractéristiques, que ce soit le learning rate, le batch size, le nombre d'époques. J'ai mis toujours 3 pour ne pas avoir un temps d'exécution trop long. Et là, pareil, on définit les paramètres qui permettent en fait d'entraîner le modèle, que ce soit la direction, le chemin du répertoire, le learning rate ou encore la taille du lot. Vous avez le nombre d'époques, etc. J'exécute ça. Une fois que c'est bon, je peux donc créer mon trainer qui permet d'entraîner mon modèle. J'exécute juste ici. Et une fois que c'est bon, on peut donc entraîner le modèle. Vous voyez que ce qui change ici, c'est qu'on a créé une nouvelle configuration qui nous permet de rajouter des paramètres définis dans ce document. Et on va laisser constant les paramètres du modèle pré-entraîné et on va ajuster uniquement les nouveaux paramètres qu'on va rajouter. Le lien vers la documentation est en description. On va attendre que ça tourne. Ça prend aussi à peu près 2 minutes. Voilà, l'entraînement de notre modèle vient de se terminer. Vous voyez, après première époque, on a 87% d'accuracy. On a à peu près les mêmes pourcentages. Donc le modèle est plutôt performant. C'est un peu moins performant que ce qu'on avait avec les autres approches. Peut-être ça dépend de la base qu'on utilise aussi. On va donc tester cela sur le même texte qu'on avait tout à l'heure pour voir si ça marche aussi bien. Négatif, 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 ça c'est bien. I wouldn't recommend it to anyone, ça c'est bon. I'm still thinking about that ending. Moi j'aurais mis ça positif parce que c'est quand même, ça veut dire que ça montre en fait que le film était plutôt bien. Voilà pour résumer cette vidéo. Il y a 3 points à retenir. Premier point, le transfer learning consiste à récupérer un modèle pré-entraîné et l'adapter pour une tâche similaire. Le processus justement d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Le fine-tuning consiste à mettre à jour, à modifier au moins un paramètre du modèle pré-entraîné. Et on a vu qu'il existe 3 types. Il y a également 3 approches de fine-tuning. Les 3 types, c'était quoi? C'était le self-supervised fine-tuning. On a le supervised fine-tuning avec des questions-réponses. Et enfin, on a le reinforcement learning fine-tuning. Et on a aussi vu les 3 approches. Dites-moi en commentaire quelles sont les 3 approches de fine-tuning qu'on a vues dans cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce challenge. Il nous reste uniquement 10 vidéos, les amis. Let's go!